en œuvre qu'on appelle le modèle de l'excédent culturel de crise. C'est que les changements qui arrivent dans des sociétés, notamment des changements politiques, sont toujours précédés par des idées qui sont émises à un moment donné. Kimbangu a émis dans les années 1920 l'idée d'un nouvel ordre mondial. On ne l'appelait pas comme ça, et ça devrait vous étonner que je parle comme ça. Vous pensez que je suis en train d'inventer, mais je n'invente pas. Parce que dans lui, dans le prophète, celui qui voyait déjà la fin dès le commencement, lui, il y avait la clarté. Mais c'est dans nous qui ne sommes pas prophètes, où il y a toujours des ténèbres, de lumière. Et moi, je vous aide à comprendre, à vous donner un autre niveau de compréhension de ce message. Il voyait déjà que l'ordre allait changer. S'il avait été de notre temps, on allait dire, comme on a dit de Samuel Huntington, que le monde était en quête d'un nouvel ordre mondial. C'est en fait ça la vision, pris du point de vue politique, puis du point de vue géopolitique. Donc Kimbangu annonce l'avènement d'une autre ère, d'une autre époque, où les relations entre les hommes, où les relations entre les États, pourquoi j'insiste sur les États, parce qu'on a parlé de relations internationales, parce que la contradiction coloniale n'oppose pas d'abord avant tout le peuple. Vous aviez des États, nations modernes, à peine industrialisées, qui sont venus en fait coloniser d'autres États traditionnels, des royaumes et des empires, dont l'Empire Congo est consort. Et cette dimension, on ne l'a pas souvent soulignée. C'est que dans la prophétie de Kimbangu, lorsqu'il dit que le blanc deviendra noir, il ne parle pas que des hommes, il parle aussi des États, qui devaient avoir des États noirs, qui demain auront à jouer le même rôle que des États blancs qui sont venus coloniser. C'est que directement, ça il met en fait, il soulève une dimension de relations de pouvoir. Et que, logiquement, ça signifie quoi? Comme le blanc, du point de vue géopolitique, ont compris qu'un État n'est fort et puissant que lorsqu'il augmente en fait son espace géographique, Kimbangu, dans son imaginaire, voulait enseigner, et nous devons le comprendre aujourd'hui, que les États qui naîtraient de la décolonisation ne seraient pas de véritables États s'ils ne travaillent pas à augmenter aussi en fait leur espace géographique. Et aujourd'hui, lorsque je prends en fait cette prophétie de Kimbangu, l'État noir congolais, l'État noir angolais, l'État noir Congo d'en face, l'État noir du Brésil, l'État noir, je ne sais pas, de tous les États de noirs que vous pouvez chercher dans le monde, si l'on veut comprendre comment aujourd'hui ces États n'arrivent pas effectivement à jouer le rôle que jouent encore aujourd'hui les États de blanc, eh bien on retrouverait chez Kimbangu pour effectivement comprendre que Kimbangu avait une pensée qui était non pas une pensée locale, mais qui était une pensée, comme on l'a dit, spatiale, mondiale. Kimbangu en disant le blanc sera noir, le noir deviendra blanc, en géopolitique, on situe ça dans ce qu'on appelle les pan-idées. C'est-à-dire, en fait, il voit un monde dont la géographie va plus loin que la géographie de la production, en fait, de la pensée. Donc ceux qui ont dit comme Obenga hier et que Kimbangu ne peut pas être considéré, et le kimbanguisme considéré comme une doctrine congolaise, ils ont en cela raison d'après ma lecture. Parce que Kimbangu est le produit d'un contexte systémique. S'il n'y avait pas eu la colonisation, et si la colonisation n'avait pas amené les États européens avec leurs ambitions, détruire l'ambition et la puissance des États noirs, je crois que Dieu n'aurait pas créé Kimbangu de ce point de vue. Et que nous ne pouvons pas bien comprendre Kimbangu si nous ne le situons pas d'abord par rapport au contexte qu'il le produit. Kimbangu a vu déjà un monde global avant qu'aujourd'hui on parle de la globalisation. Kimbangu était donc, il a vu le monde en fait mondialisé avant qu'on parle de la mondialisation. C'est en cela, je pense, que la tenue de cette conférence en ce jour est pertinente. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, au moment où nous tenons cette conférence, le monde en fait est un monde non seulement global, c'est un monde non seulement en fait mondialisé, mais c'est un monde dominé par la quête de l'identité. Où cette identité ne se cherche pas, chacun dans son territoire. Cette identité se ressent plus dans les rapports avec les autres. Et je pense que si aujourd'hui, nous voulons en fait comprendre l'homme Kimbangu, hormis en fait sa dimension religieuse qui est incontestable, nous devrions le découvrir dans d'autres dimensions,
dans des dimensions en fait qu'il a et que nous n'avons jamais explorées et que nous n'avons jamais soupçonnées. Et c'est ce Kimbangu-là, homme que je vous présente aujourd'hui, non seulement un prophète, mais un géopoliticien. Pour ceux qui font les relations internationales, je le ramènerai ici dans ce que les Allemands, là, on appelait la géopolitique allemande. Kimbangu est à comparer à des personnages comme Ratzel. C'est-à-dire quelqu'un qui, à un moment donné, a pensé l'avenir, la puissance, non seulement d'une nation allemande, mais d'une nation allemande dans l'Europe et dans le monde. Je crois que c'est cette portée que je voudrais aujourd'hui, à travers la lecture de l'histoire des relations internationales, apporter. Et lorsqu'on veut lire l'histoire des relations internationales, parce que l'histoire des relations internationales nous enseigne qu'il y a des faits. Il y a bien sûr les faits qui marquent l'histoire. Il y a d'abord des grandes personnalités. Quelqu'un vous a dit hier que ce qui fait l'histoire, ce n'est pas seulement les hasards, c'est la survenance des grandes personnalités. Et Kimbangu, en cela, aura été cette grande personnalité qui apparaît et qui porte en lui ce que nous appelons l'essence de l'histoire. Parce que ce sens de l'histoire nous est enseigné dans ce message-là. L'homme noir deviendra blanc. Alors nous devrons en fait méticuleusement chercher à savoir quels étaient les domaines dans lesquels le noir ne jouait plus le rôle. Le noir était pratiquement exclu de l'histoire. Il était exclu de tout. Et lorsque Kimbangu veut les réinstaller dans l'histoire, ce n'est pas pour qu'ils commencent une autre histoire, mais c'est pour qu'ils prennent peut-être le peloton, la tête d'une histoire qui est l'histoire de toute l'humanité, l'histoire du monde. Et en cela, ceux qui ont comparé Kimbangu avec William Dubois et avec Marcus Garvey, ils ont raison. Mais j'ai dit que la comparaison ne suffit pas parce que la comparaison, lorsque je l'ai suivie, elle a été non seulement parcellisée, mais la comparaison n'a pas la même portée, la même étendue, la même profondeur. Parce que Kimbangu, en tant que théoricien de la crise du système colonial, sa vision ne pouvait pas être une vision régionale ou une vision nationale localisée. Parce que le système colonial est un système global, est un système mondial. C'est qu'en fait le message de Kimbangu dépasse en portée et en puissance le message de Marcus Garvey et le message de Dubois. Pourquoi? Parce que Dubois va s'intéresser à l'intégration du noir américain dans la société américaine, sans plus, alors que Garvey, lui, il va en fait chercher à quitter les Caraïbes, à revenir en Afrique, comme pour dire que le noir ne pouvait être noir homme qu'en Afrique. Alors que Kimbangu, il parle d'un noir homme, non seulement au Congo, non seulement en Afrique, mais un homme dans le monde, des hommes partout dans le monde. Et je dois en cela, Kimbangu, la portée de sa pensée est en fait plus spatiale que celle des autres. Alors si, comme je le dis, comme je le pense, que nous devrions donner à la prophétie, le blanc deviendra noir et le noir deviendra blanc, une portée en fait géopolitique et aussi historique, nous devons résoudre le problème en fait de l'œuvre. Comment allons-nous nous approprier cela? Parce que c'est ça tout le problème. Et moi je pense quand j'interviens ici, c'est pour contribuer à montrer comment la politique congolaise, la politique africaine, la politique brésilienne peuvent se ressourcer en fait dans cette prophétie de Kimbangu pour en fait se relancer, pour se propulser dans le monde. Alors je pense que nous avons aujourd'hui, concernant par exemple l'Afrique de façon générale, l'Afrique qui a été décolonisée, l'Afrique est devenue indépendante, mais l'indépendance africaine n'a pas porté en fait le fruit. Et l'indépendance africaine ne tient pas jusqu'ici la promesse de la libération, comme en fait Kimbangu l'a dit. Peut-être aussi parce que jusque-là, le message du prophète avait été enchaîné, comme en fait lui-même restait enchaîné, et Dieu merci, et que la justice l'ait réhabilité. Mais à présent donc qu'il est en fait libéré, qu'il est affranchi, qu'il n'est plus enchaîné, comment pouvons-nous faire pour que l'Afrique soit réellement en fait un acteur? Parce que l'Afrique n'est pas un acteur. L'Afrique, comme j'ai dit, est une présence-absence. L'Afrique est dans le monde présent physiquement, mais l'Afrique est historiquement absente du monde dans lequel nous sommes. Et je crois que le professeur Obenga l'a démontré hier très suffisamment. Mais est-ce que nous allons continuer de parler Kimbangu, d'adorer Kimbangu, d'enseigner Kimbangu, sans l'assumer complètement? Parce que qu'est-ce que Kimbangu nous apporte dans ce mouvement-là? Kimbangu nous demande en fait de construire des doctrines à partir de sa vision,
Lui, il ne l'a pas élaboré, il nous appartient à nous d'élaborer. Lorsqu'il dit nous allons jouer notre rôle sur le plan historique, ça signifie, nous posons la question, avec qui le jouer? Quels sont les acteurs qui doivent porter en fait le message? Et nous le portons comment? Comment faut-il lire kimbanguisme sur le plan, par exemple, de l'économie? J'ai posé la question tout le matin au professeur Lututoula. Est-ce qu'il y a une manière de penser l'économie à partir de le noir deviendra blanc? Ça signifie que si l'économie se fait avec des entreprises, si l'économie a besoin des entrepreneurs, si l'économie a besoin des innovateurs, mais nous ne devons plus continuer à faire l'économie simplement en nous contentant d'être à la traîne des autres. De faire l'économie, par exemple, des ressources, simplement parce que Dieu nous en donne en abondance. Ça, c'est trahir Kimbangu. Un pays de Kimbangu qui a des ressources, qui ne sait pas transformer parce qu'il ne sait pas se donner une industrie, ce n'est pas un pays qui assume Kimbangu. Et la meilleure façon d'assumer Kimbangu, c'est de prendre l'option de s'industrialiser, de faire de l'innovation. Une université ne serait pas Kimbangu simplement pour porter le nom de Kimbangu s'il n'y a pas de la recherche fondamentale dans cette université-là. Et la politique étrangère, mon ami Labana va vous en parler tout à l'heure, ne serait pas en fait kimbanguiste si cette politique étrangère consiste simplement à se promener à travers le monde, à donner la possibilité à certains d'aller séjourner dans des pays, dans des ambassades qu'on appelle qui n'ont même pas l'argent. Mais nous devrions développer l'ambition. L'ambition, je vous dis, les relations internationales se font par quoi? La guerre, les grands mouvements. Mais je ne dis Kimbangu ne dit pas que nous allons faire la guerre. Mais dans le blanc qui devient noir, puisque la guerre a aidé le blanc à venir ici, et je crois que historiquement, les noirs, s'ils veulent jouer un rôle, ils doivent être en mesure aussi d'arrêter les ambitions des autres et d'imposer aussi aux autres leurs ambitions. Donc, je pense, moi, que à partir de maintenant, comme l'Église kimbanguiste s'intéresse à connaître dans le profondeur la personne de Kimbangu et l'entièreté de son message, je voudrais vous inviter, comme je le pense fondamentalement moi-même, à aller au-delà de Kimbangu simplement religieux, de Kimbangu qui prêcherait un peu, comme je dirais, les tribalités, parce que la culture n'est pas nécessairement ce qui me fait différent de l'autre pour que je valorise la différence. La culture doit être, en sciences politiques au moins, doit être ce qui nous permet de ressembler aux autres, de savoir en quoi je suis le semblable de l'autre. Et je pense que nous servirons en fait mieux Kimbangu désormais si nous comprenons que Kimbangu est le représentant d'un moment de crise historique et que son œuvre ne se construirait que si, en fait, nous montrons la capacité à surmonter maintenant par nous-mêmes ces instants de crise. Et comme aujourd'hui, je l'ai dit, nous sommes en marge, nous n'avons pas d'économie, nous n'avons pas de système de protection des droits de l'homme, je crois qu'on doit comprendre que toute la science politique se fait au nom de l'idée de l'homme. Les régimes politiques se différencient les uns des autres quant à l'idée que ceux qui dirigent se font de l'homme, la place qu'on accorde dans l'homme. Or, Kimbangu a voulu d'un homme égal à l'homme blanc. C'est que tant qu'il n'y a pas de démocratie, tant qu'il n'y a pas de droit de l'homme à l'interne, nous trahissons Kimbangu, et tant que nous ne serons pas à mesure de rivaliser avec les autres nations, en sciences, en technologie, en armement, en économie, nous ne serons pas dignes de Kimbangu si Dieu nous a vendu Kimbangu, non pas simplement pour créer les églises, mais aussi pour être des grandes nations, des nations qui comptent et des nations qui déterminent l'histoire. Je dis, je vous remercie. Merci, professeur Bioya, pour cette lecture intéressante qui nous aide à interpréter les paroles du prophète quand il dit que le noir se deviendra blanc et vice-versa, le blanc deviendra noir. Il ne s'agit pas là d'un racisme à rebours, il s'agit simplement de placer ces paroles dans le contexte des relations internationales d'un prophète qui voyait les changements, les futurs changements, qui voyait l'entrée de nos nations dans le concept des nations et dans les relations internationales.
Je crois que notre rapporteur, le professeur Léon, va tenter après de faire une petite synthèse de toutes les communications avant que nous puissions entrer dans le débat. Je passe alors la parole au professeur Labama, qui est recteur de l'Université de Kinshasa. L'intitulé de son intervention a un peu changé. Il va nous parler justement du thème le kimbanguisme comme vecteur de manifestation extérieure de la République démocratique du Congo. S'il vous plaît, je vous en prie, 20 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Lamana, il faut entrer ici. Donc vous devez être ici, vous devez se Non, mettre en mais place. je voudrais aller là-bas. Alors là, vous avez le micro d'ailleurs. Oui, il peut prendre. Oui, allez. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier les organisateurs pour cette conférence internationale. Si vous me permettez, j'ai préparé ma conférence sur PowerPoint. Je vais me mettre debout pour utiliser cet instrument pour aller vite, compte tenu des minutes que vous m'avez données. Merci beaucoup. Merci. L'intitulé de notre communication, le kimbanguisme comme vecteur de manifestation extérieure de la République démocratique du Congo. Ce thème, nous allons l'analyser dans le contexte des relations internationales contemporaines en cherchant à comprendre quel est le rôle que le prophète Simon Kimbangu a joué et quel est le rôle que l'Église kimbanguiste joue aujourd'hui dans le cadre de relations internationales ou de relations extérieures de notre pays. Vous savez, c'est à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, qui coïncide avec les réflexions pour l'indépendance de l'homme noir. Cet avant-midi, on nous a cité quelques leaders qui ont pensé à cela. C'est ainsi que, dans notre pays, le mouvement va commencer pour l'indépendance de notre pays, qui émerge avec Simon Kimbangu. Simon Kimbangu a enseigné déjà en 1921 qu'il était un précurseur de la lutte pour l'indépendance dans sa forme spirituelle. Le mouvement a commencé sous forme spirituelle. Le message de Kimbangu va traverser les frontières de RDC. Donnez-moi 2 minutes. Je ne vais pas finir tout, mais dans le monde. Je pourrais dire l'essentiel. Voilà. Alors, Simon Kimbangu avait 3 visions, c'est-à-dire dans une stratégie, il faut avoir les 3 V pour bien préparer la stratégie. C'est ainsi qu'il avait une vision que nous allons expliquer tout à l'heure. Il avait des vecteurs, ce sont des moyens et des visées, des objectifs à atteindre. En ce qui concerne sa vision, l'idéologie de Simon Kimbangu s'est manifestée dans l'enseignement, n'est-ce pas, de la religion pour que l'homme noir prenne conscience. Et cela a commencé au niveau de ses enseignements dans ces mouvements. Les vecteurs, ce sont des moyens qu'il va utiliser. Comment répandre cette idéologie, cette vision à travers le monde. C'est ainsi que, à travers l'Église, à travers les moyens humains, à travers d'autres instruments, nous allons voir que l'Église kimbanguiste et l'idéologie de Simon Kimbangu sera adoptée par les autres populations. Viser les objectifs, l'impact du kimbanguisme. Quel était l'impact? C'était pour lutter contre les discriminations et que le monde soit un monde de paix, que tout le monde vive dans la paix. Le plan de cette communication, nous avons 2 points que nous allons exploiter. Vision de Simon Kimbangu,
dans la dynamique indépendantiste ou nationaliste. Deuxième point que nous allons développer, c'est l'impact du kimbanguisme comme vecteur de manifestation extérieure de la République démocratique du Congo. Nous voyons ici la vision. Le nom est une structure Ok. La vision de Simon Kimbangu. Inculturation de l'évangile en Afrique noire. C'est ce qu'il voulait amener comme message dans le pays de l'Afrique noire. Restauration de la dignité de l'homme noir. Révalorisation des valeurs ancestrales né Congo. La culture né Congo. Épanouissement de l'homme noir. Tout à l'heure, mon collègue a beaucoup parlé sur le noir deviendra le blanc. Et alors, pour arriver à cela, comment Simon Kimbangu va procéder? La lutte contre les injustices sociales, c'est ce qui va lui amener en prison. Abolition des discriminations raciales. Ah, ok. Je m'excuse. C'est l'entrée du chef, on peut se lever. Merci. Merci. Je disais que Simon Kimbangu va mener une lutte contre les injustices sociales, abolition des discriminations raciales, lutte contre la colonisation, mais gestion des ambitions des Noirs pour les colonisateurs. Voilà comment il va appliquer cette vision pour amener son enseignement. Alors ici, quels sont les instruments juridiques qui vont consacrer à l'implantation de l'église kimbanguiste dans notre pays et à travers les autres pays? Nous avons le statut de l'église kimbanguiste. C'est dans ce statut que nous avons des dispositions qui permettent aux chefs spirituels d'engager l'église kimbanguiste avec les autres États. Le berceau de cette église, nous avons le kimbanguisme, le berceau se trouve en République démocratique du Congo. Cette église, au niveau de notre loi interne, c'est une association de confessions religieuses dans le pays d'accueil, parce que c'est créé par les droits internes de la République démocratique du Congo. Deuxièmement, c'est l'enseignement spirituel, débordant sur le plan politique, économique et social. Il y a quête d'un ordre marqué par la justice, le bonheur, la paix et la réconciliation. La nécessité de prendre position face aux problèmes de la société. Les problèmes de la société, il y en a beaucoup, et que nous pouvons citer quelques exemples dans la suite de notre présentation. Alors, vocation internationale de l'église kimbanguiste. Nous avons dit que l'église kimbanguiste se présente comme un acteur des relations internationales. Ici, il faut faire la différence lorsque nous parlons d'un acteur de relations internationales et d'un sujet de droit international. Parce qu'un sujet de droit international peut être aussi un acteur de relations internationales. Mais un acteur de relations internationales ne peut pas être sujet de droit international. Prenons un individu, un dirigeant, peut être acteur parce qu'il pose des actes au nom de son État. Alors ici,
l'Église Kimbangiste devient un acteur des relations internationales, c'est grâce aux actions transnationales que pose cette Église. Deuxièmement, l'Église Kimbangiste a une vocation universelle. Quand vous lisez le statut de cette Église dans son article 95, vous allez trouver que la vocation de cette Église est universelle et nous allons démontrer tout à l'heure quelle a été l'expansion de cette Église en tenant compte de cette vocation universelle. Alors, l'Église Kimbangiste signe d'accords d'établissement avec les pays d'installation. Comme c'est une association de groupes d'individus qui défendent une idéologie, une pensée commune pour s'installer dans un autre État, il faut que l'Église Kimbangiste se réfère à la loi interne de ces pays pour son installation. C'est ainsi que les chefs spirituels signent des accords, ratifient des accords. Ça, c'est les articles 95 et 96 et surtout l'article 24, paragraphe 11, qui autorise les chefs spirituels de signer et de ratifier ces accords-là. Alors, quelles sont des actions transnationales que l'Église Kimbangiste apporte? Les actions de coopération et de solidarité internationale, compte tenu que cette action est transnationale. La vocation, n'est-ce pas,